Bonjour, alors aujourd'hui j'ai grand plaisir à être avec Thomas. Thomas qui s'est spécialisé dans la prise en charge, l'accompagnement des abus sexuels et des fardeaux familiaux. Oui Thomas, moi là on va passer un petit moment, j'ai plein de questions à te poser, je suis super curieuse, peut-être même parfois des questions assez précises. Et je pense qu'on est nombreux à se poser des questions sur ces sujets-là. Donc déjà la première vision, hein, j'imagine, c'est qu'il y a des gens en fait qui se demandent même s'ils sont concernés par l'abus sexuel notamment. Je pense aussi qu'il y a des gens malheureusement qui travaillent depuis longtemps sur le sujet et qui n'ont pas franchement encore trouvé le réel bien-être, en tout cas la réelle possibilité de se débarrasser de ce fardeau. Et puis aussi, ben ça on voit ça beaucoup, hein, des gens qui sont coincés dans des espèces de montagnes russes émotionnelles et donc des processus épuisants, quoi. Donc voilà, donc on va faire un petit parcours sur tout ça. Alors Thomas, donc toi tu es psychanalyste et psychopraticien depuis déjà pas mal d'années. Combien de temps en fait? Ça fait depuis 2012, Ah oui, bientôt donc 10 ans. ok, bientôt 10 ans. Tu as travaillé aussi assez longtemps, je pense, sur Radio Médecine Oui. Douce et à travers toutes tes interviews, toutes tes recherches, je suppose que tu as une vision assez globale du métier d'accompagnement de l'humain, du thérapeute et de l'accompagnement de l'humain. Ça, c'est intéressant aussi parce que je pense que tu fais partie de ces gens qui n'ont pas choisi, enfin, qui n'ont pas fait leur choix par hasard, quoi. Je pense qu'il y a eu une vraie quête. Et du coup, ça, c'est vraiment intéressant pour moi de t'interviewer là-dessus aujourd'hui et de voir comment, en fait, tu es arrivé à te spécialiser. Comment tu as trouvé ton chemin, tes méthodes, etc., pour te spécialiser dans les abus sexuels et les fardeaux familiaux. Alors, je suis Nathalie Guedvalet, je suis sophrologue et praticienne des SEMO et je suis formatrice pour ces deux méthodes, pour la sophrologie dans des spécialisations. Et j'ai à cœur en fait de me renseigner et d'aller au plus près en fait des gens qu'on forme et puis aussi de mes collègues, comme aujourd'hui avec Thomas. Alors, Thomas, j'ai plein de questions à te poser. La première question que je me pose, et peut-être qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se la posent, enfin j'imagine, c'est à partir de quand ou comment on définit un abus. Donc moi, ça, je me suis spécialisé sur l'abus sexuel et la réponse que je vais te donner, elle m'est évidemment personnelle, elle est basée sur mon expérience à moi, mais aussi avec mon regard évidemment professionnel. Euh, L'abus sexuel, il a cette couleur particulière d'aller intruser vraiment le corps. Là où peut-être d'autres formes de maltraitance, d'autres formes aussi d'abus, peut-être ne vont pas forcément aller jusqu'au corps. L'abus sexuel, il va laisser vraiment, et aussi ses conséquences, on le verra par la suite, d'aller laisser des traces dans le corps, comme cette espèce de colle et de glu que ressentent beaucoup de personnes qui sont passées par là, ou alors qui font aussi l'expérience d'être collés à une toile d'araignée et de jamais s'en sortir. Donc la spécificité de l'abus, et encore une fois, ça va être une histoire très personnelle. C'est selon comment la personne va faire avec au moment où elle va vivre en fait ça, hein. Mais c'est vrai que la grande caractéristique, c'est il y a un moment, c'est aller trop loin dans le corps et ça crée une vraie confusion, ça crée un trauma et puis toutes les conséquences après qu'on connaît, qui sont le traumatisme, quoi. Donc ça, on aura l'occasion plus d'en parler. Mais voilà comment j'essaie de répondre un peu plus précisément à ta question. Est-ce que c'est clair pour toi? Ouais, du coup, ça m'évoque, Mm. d'abord, ça Ouais. m'inspire quelque chose hein, pour Mm. moi. Alors, donc, du coup, ce que je comprends, c'est que c'est un abus, et du coup, un abus de pouvoir, Ouais. mais parce qu'il est dans le registre de la sexualité, Ouais. c'est un abus de pouvoir qui ne va pas se décrocher de notre corps, Ouais. Ouais. et dont on ne peut pas se débarrasser sans un travail vraiment en profondeur. Ouais. L'abus, pour moi, je dis toujours à mes clients, ça bouleverse les cartes de la relation. Ah oui, Parce c'est ça. qu'évidemment, bon, souvent on va rencontrer l'abus avec un parent ou une figure parentale ou une figure assez proche, pas toujours, hein, mais souvent. Ce qui fait que ça crée une énorme confusion, surtout quand on le vit à un âge très jeune, hein, un âge où justement on va se construire son attachement à l'intérieur. Et donc ça bouleverse complètement la cartographie de la personne qui est censée me donner de la sécurité du contenu, quoi. Et finalement qui devient une figure avec qui j'ai parfois même
du plaisir et en même temps, ça crée plein de choses, ça crée plein de bugs. Ça, c'est des thèmes assez délicats en fait à aborder après, hein. Mais c'est en même temps, c'est la réalité par laquelle passe une personne qui va être abusée, quoi. Ouais. Après aussi, la réflexion que je me faisais, du coup, un abus, on dit abus sexuel, ça peut être très réel, très factuel. Ouais. Et aussi, je me dis, en tout cas comme ça, pour moi, que ça peut être aussi un ressenti. Oui. Du coup, ça, tu peux le Complètement, hein. Notamment si on parle enfin, de la thématique de l'inceste, par exemple. L'inceste, avant de devenir incestueux, c'est-à-dire vraiment dans le passage à l'acte, qui peut aller jusqu'au viol, hein, eh bien, il va y avoir toute une ambiance incestuelle. Et ça, l'ambiance incestuelle, elle est là avec le regard, avec les mots, avec la manière de toucher, avec la manière d'être. L'intentionnalité Ouais, toute toute la l'intention. relation. Et ça, c'est presque la plus grosse part, en fait. C'est presque. J'ai envie de dire peut-être, alors je sais pas, je le dis comme ça là dans notre rencontre, mais peut-être que le passage à l'acte, ce qui va devenir vraiment incestueux, c'est le haut de l'iceberg, mais en dessous, il y a toute une organisation familiale et qui, après moi de ma recherche, moi je ne suis pas le seul, mais dans mes recherches, je comprends aussi est transgénérationnel. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a tout un bagage qui vient de plusieurs générations et générations, qui fait qu'il y a un moment, il y a un petit bébé, un petit garçon, une petite fille, eh bien, il va se prendre cette décharge dans son corps. Mais ça porte l'histoire des parents, mais bien plus encore. Et ça, c'est ce qui rend, j'ai envie de dire, mon métier. C'est ce qui m'a passionné, en fait, là-dedans, dans mon métier. Et en même temps, c'est ce qui fait la profondeur, la lourdeur de ce thème-là, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Et oui, du coup, pour moi, c'est aussi important qu'on le dise vraiment comme ça, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont subi des abus, et plus dans un registre incestuel, comme tu dis, et qui ne l'ont pas encore vraiment même identifié. Et ça me paraît intéressant. C'est des gens, du coup, qui vont mal, certainement. On va parler de ça tout de suite après, mais qui n'ont pas mis vraiment la conscience sur ce mal-être. Et c'est peut-être une grande majorité, hein, d'ailleurs. Et pour ça, j'ai créé même une forme d'auto-bilan qui reprend une vingtaine de questions et bien justement, qui essaye de répondre à cette question, est-ce que je souffre de psychotraumatisme? Parce que c'est vrai que c'est vraiment une histoire après qui est personnelle. Et si je ramène ça sur un thème peut-être un peu plus léger, un accident de voiture va pas laisser les conséquences, que ce soit toi qui le vives ou moi qui le vive par exemple, tu vois. Et on va pas le digérer de la même manière. Et ben, ça va être pareil pour l'abus, ça va être pareil pour l'inceste. Et alors, en sachant que l'inceste va avoir quand même des conséquences, je ne vais pas dire même à 100%, j'imagine, hein, parce que c'est jamais anodin, même de passer par l'abus. Mais voilà, on va pas avoir les mêmes bagages pour le digérer. Et donc, après, ça va avoir les conséquences qui s'appellent le traumatisme. On entend aussi beaucoup parler des états de stress post-traumatique, de l'état de stress post-traumatique. Et donc, j'ai créé cet autobilan que vous pouvez vraiment retrouver sur le lien qui est indiqué dans la vidéo, qui permet d'aller gagner en clarté en tout cas là-dessus et de possiblement après faire un chemin sur cette question-là. Super. Oui, donc au sujet des conséquences là, dont on parle déjà depuis le départ, c'est moi à chaque fois que tu le dis, j'ai envie de te poser une question liée à ça. C'est finalement, donc cet abus, il va avoir des conséquences dans la vie et dans la vie d'adulte, hein, je suppose. Hein. Et du coup, pendant combien de temps cet abus, il peut avoir des conséquences dans la vie d'un adulte? Pour moi, c'est toute la vie. D'autant plus que si cet abus-là, il s'est installé dans la petite enfance, c'est-à-dire là où on va, c'est ce qu'on appelle, c'est tout ce qui vient de la théorie de l'attachement, c'est-à-dire que là où on va construire des choses qui sont structurelles, c'est-à-dire qui sont des bagages avec lesquels on va avancer dans la vie. Donc si dans la petite enfance, on est passé par quelque chose qui a été profondément abusif et maltraitant, évidemment on va le ramener dans notre vie d'adulte, mais les conséquences elles ne sont pas que ça, hein. Elles sont multiples, on aura peut-être l'occasion de les évoquer. Et donc j'ai envie de dire, tant que ça, c'est pas traité, alors on peut faire comme si on peut ne pas s'en souvenir, on peut faire comme si ça n'existait pas, et puis j'ai envie de dire, et puis c'est peut-être, on peut faire comme si, on peut essayer d'avoir une vie à peu près normale, parce que finalement, je crois que notre monde, il est beaucoup construit là-dessus, on fait comme si ça allait bien. Et donc en fait, finalement, des fois, on marche avec nos béquilles en boitant, on s'en tire et puis jusqu'à la fin de notre vie.
je crois plus du tout que d'un niveau, enfin dans là où on en est aujourd'hui dans notre monde, il s'agit de ça. Je pense qu'il faut vraiment qu'on règle toutes ces problématiques-là. Mais pour moi, tant que c'est pas traité, ça nous gâche la vie, quoi. Parce que c'est quelque chose qui possiblement est très structurel. C'est pas l'abus, il n'y a pas une conséquence il y a une conséquence psychologique à l'abus, mais pas que, quoi. Mais c'est beaucoup plus profond. Ouais, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus complexe, beaucoup plus ramifié. Ok. Et du coup, là, pour parler pour rester sur plus spécifiquement les conséquences, j'imagine qu'on retrouve des points communs entre, sur les problématiques que présentent les gens qui ont subi des abus. Oui. Est-ce que tu peux nous en citer Oui. quelques-uns? Alors je vais en citer vraiment quelques-unes parce qu'encore une fois, là, on pourrait vraiment y passer très très longtemps. Mais voilà, celles qui me viennent quand on parle, les montagnes russes émotionnelles, ça c'est vraiment tous les clients que je vais rencontrer quasi aujourd'hui vont me parler de ces états très irréguliers et sans finalement avoir la conscience de pourquoi c'est comme ça. Ils vont vivre quelque chose d'assez tranquille et puis tout d'un coup, ils vont se sentir complètement vraiment attirés vers le bas, avec des grosses angoisses, des grosses peurs, et puis ça oscille comme ça, tant bien que mal. Ça, c'est une vraie caractéristique. La deuxième aussi, et c'est ça qui m'a fait me spécialiser encore plus, aussi pour donner du sens à ce que moi je vivais, mais évidemment pour avancer aussi avec mes clients, c'est que mes clients font souvent l'expérience d'être avec justement ces angoisses, des comportements qui ne leur appartiennent pas. Et ça, c'est c'est très caractéristique et c'est ce qu'on appelle, moi c'est ce que je nomme en tout cas les fardeaux familiaux. C'est-à-dire que c'est là où il faut aller voir dans le fond de l'iceberg quelle est la racine possible de cette angoisse, de ce comportement, de cette montagne russe émotionnelle. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que en tout cas c'est ce qui me vient, c'est un peu se sentir étranger à soi-même? Ça, c'est une conséquence. Ouais. Ah oui, complètement. Et puis souvent, toutes ces pollutions, tout ça font que parfois on ne peut pas habiter sa vie. On ne peut pas habiter son corps et on ne peut pas habiter sa vie parce que tout simplement, comme on le dit quand on aborde la question transgénérationnelle, il y a trop de fantômes. Et soit on prend la place de quelqu'un, soit c'est quelqu'un plutôt qui nous prend notre place et on combat un peu avec ça. Donc oui, ça c'est un gros morceau aussi de mon accompagnement. Et puis pour aussi présenter une dernière caractéristique, je crois que je retrouve chez toutes les personnes qui viennent à ma rencontre, c'est qu'elles ont beaucoup cheminé avec pas mal de thérapeutes. Et ça c'est super. Vraiment, ça, je valorise toujours le chemin fait parce que je le connais aussi. Et dans le même temps, il n'y a pas eu de transformation réelle dans la vie. Parce que pour moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment, quand il s'agit du trauma, eh bien, on n'est plus du tout dans le même type d'accompagnement. Et que, en tout cas, de ce que j'ai constaté aujourd'hui, à mon sens, on ne sait pas accompagner le trauma dans notre pays, en France. Et donc, étant donné que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à rencontrer ces lieux, j'ai créé ce lieu-là, une école pour la relation. Mais c'est vrai que le fait d'aller rencontrer beaucoup de thérapeutes, et moi, les gens qui viennent à mon cabinet, ils sont un peu épuisés, quoi. Parfois financièrement, parfois de temps, parce qu'ils ont des gens qui étaient très engagés, mais ça tourne encore en boucle et ça se répète. Et du coup, d'après toi, ce qui me vient tout de suite, c'est comment les accompagnements conventionnels sont-ils en échec face au trauma comme ça? Oui, alors ça j'en suis convaincu, et encore une fois, il y a de très bons... je condamne vraiment personne, il y a de très bons psychiatres, de très bons psychologues, mais dans la prise en charge du trauma, je crois que pour moi, le système conventionnel, il est assez déshumanisé, mais je ne parle pas des gens en tant que tels, je parle du système, par manque de temps, par manque d'argent, par manque de moyens, etc., etc. Donc ça, c'est un constat, je pense qu'on fait tous. Mais sachant que le trauma, il demande pour moi justement beaucoup d'humanité, mais d'humanité aussi dans son rôle de thérapeute. Et d'avoir fait suffisamment ce chemin aussi en soi en tant que thérapeute pour amener beaucoup de congruence, amener beaucoup de sécurité et aussi amener beaucoup de ce qu'on appelle de psychoéducation, c'est-à-dire d'éléments théoriques, d'éléments concrets, pour que la personne qui, elle connaît très bien tout ça, elle sait d'où elle vient. C'est généralement une personne traumatisée, elle est extrêmement intelligente sur ce qu'elle vit. Mais ce que vient, on vient, comment dire, je crois que par rapport au système conventionnel, il faut y amener la question de la relation, la question de la sécurité, tout l'aspect théorique, et puis etc. Et puis plein d'autres choses encore. Tu vois,
Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous décrire peut-être un exemple bien concret là, d'une personne qui a bien Mm. cheminé Oui, et peut-être qui n'a pas trouvé justement son chemin tout en cheminant oui. et qui est arrivé vraiment en miettes, si on peut dire, et que tu as vraiment accompagné sur ce chemin de la reconstitution. Mm. Bah oui, bah là je pense notamment à une personne, à Julie, qui habite dans l'ouest de la France et qui, quand elle est venue à moi, elle est déjà thérapeute. Mm. Donc on va dire qu'elle avait quand même beaucoup Mm. d'outils avec elle et dans le même temps, elle ne faisait que déménager. Elle avait une relation assez très ambivalente avec sa famille. C'est à la fois dans une recherche de lien et en même temps, quand elle était dans ce lien-là, elle sentait qu'il y avait une très grande toxicité. Mm. Et donc voilà, dans ce combat qui est très caractéristique, hein. Et donc, déjà, le début de l'accompagnement, ce que ça a permis de faire, c'est de mettre ce qu'on appelle un coup d'arrêt à tout ça, c'est-à-dire de lui permettre de s'autoriser à s'installer déjà dans un lieu de vie, de commencer à penser à repenser à une relation amoureuse parce qu'elle souhaitait ça, cette personne. Donc en fait, il y avait elle s'installait constamment dans une forme de précarité, et ça c'est aussi assez caractéristique, hein. Mm. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il y a très peu de sécurité à l'intérieur, mais il y a beaucoup de recherche En mode survie en un mode peu, hein. survie en permanence, hein, qui est encore une fois pas forcément vécu comme ça, mais qui est assez caractéristique. Et donc, bien voilà, ça a été déjà de réautoriser à aussi reprendre un travail à côté pour gagner en sécurité financière aussi. Enfin, c'est toutes ces choses, les portes qu'elle s'est autorisée à ouvrir. Et puis, bien aujourd'hui, elle arrive aussi à autant avoir son cabinet que d'avoir aussi une vraie sécurité financière, que de s'autoriser à rencontrer des hommes. Et puis, tout en comprenant que vis-à-vis de sa famille, eh bien, il y a une maturation dans laquelle elle va devoir aller pour justement arrêter de se mettre en danger, arrêter de tomber malade quand elle y retourne. Donc ça, c'est un vrai chemin et c'est ça qui rend mon métier passionnant parce qu'on vient voir voilà, des détails, des situations dans lesquelles c'est plus nécessaire d'aller. Mais ça, voilà, encore une fois, il faut le comprendre, il faut se donner le temps, il faut en parler, etc. Donc ouais, j'ai de nombreux exemples de personnes que j'accompagne, tout en étant à chaque fois dans des décors différents. Mais je trouve ce qui est à la fois passionnant, ce qui rend mon métier passionnant, c'est qu'il y a quand même des vrais points sur lesquels on peut s'appuyer qui sont très similaires à toutes ces personnes-là. Donc c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir, c'est parce qu'il y a finalement une trame un peu commune. Et donc face à cette trame commune, je sais qu'on peut y apporter aujourd'hui vraiment des outils pour la transformer, quoi. Ok, Mm. super. Et peut-être, en tout cas, là c'est la question qui me vient, mais certainement que cette question est partagée par les gens qui écoutent cette vidéo. C'est finalement, est-ce que tu peux nous décrire les bénéfices, peut-être même insoupçonnés, Mm. à oser entreprendre ce cheminement, ce genre d'accompagnement Mm. avec toi? Ben là, je vais te parler de mon expérience, mais qui reprend aussi celle de mes clients, c'est sortir de prison. En fait, moi, j'ai réalisé il y a très peu d'années hein, que je vivais dans une cage, en fait, mais qu'on est tellement habitué à vivre dans cette cage qu'on ne se rend plus compte, On voit plus les barreaux, quoi. comme l'oiseau qui va vivre dans une cage toute sa vie et qui pense que son univers et son monde et la réalité du monde, c'est ça. C'est de voir les montagnes au travers de sa cage. Mm. Et bon, moi, ça a été une énorme claque hein, quand j'ai vu ça. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas trouvé l'accompagnement nécessaire pour me permettre de prendre conscience de ça. Donc c'est la vie qui m'a montré cette réalité-là. Mais je crois que le grand bénéfice secondaire, c'est justement à gagner en liberté et de savoir que la vie, elle est pas dans cette prison émotionnelle, relationnelle, et toutes les émotions négatives qui peuvent aller avec, mais qu'on peut vraiment s'autoriser à faire un pas en dehors et qu'en fait, la vie, c'est 1 milliard de fois plus d'espace que cette prison, quoi. Donc c'est un souffle d'air extraordinaire et ça rend en même temps très, très humble et c'est extrêmement sidérant de joie, quoi, j'ai envie de dire. Mais Mm. je crois que ce grand bénéfice, c'est ça, c'est sortir de prison, donc gagner en liberté, quoi. Mm. Ok, bon, super. Enfin, j'ai envie
qu'on reste sur ce mot, c'est un mot que j'aime beaucoup, la liberté. Ouais. Est-ce que tu peux, du coup, notamment pour les gens qui nous écoutent, rappeler où est-ce qu'on trouve cet autobilan? C'est un peu le premier pas, hein, Ouais. le premier pas qui coûte rien, qui est juste un petit diagnostic, même ne serait-ce que par curiosité. Moi, j'ai presque envie de le faire là. Voilà, ce petit truc. Où est-ce qu'on le trouve en fait? Ouais. Sur ton site, j'imagine. Donc oui, voilà, sur mon site internet, une école pour la relation.fr, tu peux vraiment cliquer sur le lien Je commence ici et donc il t'emmène sur cet autobilan qui va te permettre de parcourir en 5 minutes une vingtaine de questions pour faire le point. Puis ensuite, tu reçois un petit email qui t'apporte à la fois tes réponses et puis des éléments qui précisent chaque point. Donc ça te permet déjà de voir où est-ce que tu te situes par rapport à ça. Et puis après, j'ai toujours le plaisir évidemment d'appuyer un échange téléphonique sur cette base-là d'autobilan, ne serait-ce que pour y apporter une connexion, de la relation, rendre cet échange humain. Et puis après, possiblement, voilà, d'envisager un chemin ensemble. Mais déjà, il y a des vrais, il y a vraiment des notions importantes qui permettent de faire l'état des lieux, quoi. Une belle clarté déjà. Ouais. Ouais. Tu as parlé tout de suite en introduction là, que toi-même tu avais cheminé pour toi, mais aussi dans ton évolution de thérapeute. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? Quels ont été tes choix et avec quels bénéfices dans ta pratique d'aujourd'hui? Oui. Donc je crois que j'ai pas eu le choix en fait. J'ai envie de dire c'est vraiment la vie qui m'a proposé des magnifiques rencontres pour me sauver en fait. Je crois que elle m'a pris dans la main. Mais c'est vrai qu'en fait mon chemin en 2010, donc je suis sorti de l'industrie hôtelière. J'étais formateur dans l'industrie hôtelière et donc au travers de voyages, de plus de 2 années de voyage, j'ai déjà rencontré des pratiques qui m'ont fait reconnecter à mon corps au travers du yoga notamment. De pas mal de médecines aussi énergétiques qui m'ont fait comprendre que le corps était aussi autre que de la pure matière. Donc j'ai cheminé avec ça pendant pas mal d'années, avec l'hygiénisme, la naturopathie, etc., etc. Donc ça a été beaucoup d'années d'expérience sur moi qui m'ont poussé à une reconversion. Et puis ensuite, il y a eu des éléments décisifs qui m'ont fait vraiment rentrer dans une école pour la relation, c'est-à-dire comprendre que quand il y a un trauma, il faut amener un cadre d'accompagnement qui soit vraiment différent. Ça ne suffit pas d'être unique outil. Voilà. Donc c'est là encore où la vie m'a fait d'autres cadeaux parce que moi je crois que c'est ça. J'ai l'impression d'être jamais allé les chercher ces cadeaux. Donc j'ai rencontré ce qu'on appelle la psychanalyse symbolique. Donc je me suis lancé dans une grande formation. La psychanalyse symbolique, c'est comment on va utiliser le rêve nocturne pour comprendre ce qui se passe dans nos profondeurs. Et ça, nos profondeurs, c'est nos profondeurs de notre histoire personnelle, mais aussi l'histoire de notre famille. Et plus, mais c'est déjà ça. Et donc, c'est comment on travaille avec le rêve pour amener des éléments vraiment du bas. Et ces éléments, quand on les amène en haut, en fait, ça permet des grandes transformations dans notre vie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'inconscient. Et puis, j'ai rattaché un autre wagon après qui a été encore pour moi un énorme cadeau de la vie, parce que j'ai rencontré la communication non violente aussi, et puis plus précisément après la méthode des CMO, l'intelligence relationnelle, qui vraiment font des liens entre la communication non violente, entre le mouvement oculaire, entre l'intelligence relationnelle, entre le monde des parts intérieures. Donc, et pour moi, ça fait totalement sens. Je le valide déjà dans mon expérience personnelle et de thérapeute, parce que c'est la synergie d'outils qui crée suffisamment de contenants pour sortir de la cage. Donc voilà, ça a été des cadeaux magnifiques. Et moi aujourd'hui, ma grande spécialité, c'est justement de tenir autant la dimension de l'inconscient, parce que ça me passionne, avec les rêves. Et puis je travaille avec la généalogie de la personne aussi, ça c'est une de mes spécificités, pour aller voir les fardeaux, les dates d'anniversaire, les choses qui se reproduisent, tout ça. Donc ça, c'est des outils qui nous donnent de la matière de l'inconscient. Et puis je rattache à ça tout ce que l'on va trouver dans la communication, donc la méthode des CMO notamment, l'intelligence relationnelle, qui nous permettent de travailler sur une dimension beaucoup plus nerveuse du corps, de la relation. Et moi je tisse ça dans les séances pour essayer d'englober l'iceberg au complet, quoi. Ouais. Donc je me régale avec ça, et donc dans ma boîte à outils, j'imagine qu'il va se rajouter plein d'outils au fil des prochaines années. Mais ça a complètement restructuré. Et ça structure une école pour la relation aujourd'hui. Okay, c'est vraiment la relation, l'humain, le travail de l'inconscient.
comprends mieux le nom du coup, hein, Oui. d'une école pour la relation. Oui, parce que c'est peut-être pas forcément si clair que ça, hein. Une école pour la relation, c'est réparer la relation qui a été tant maltraitée par la question de l'abus, notamment, et donc réparer la relation à l'autre, la relation amoureuse, notamment. Beaucoup de personnes qui viennent à moi ont des relations souvent affectives qui sont catastrophiques, hein, ou qui n'osent justement pas ça. Réparer la relation à son corps, à son inconscient, à son âme aussi, la dimension énergétique, donc, etc. Donc c'est vraiment un espace pour apprendre, et on apprend ensemble, évidemment aussi. Okay. En tout cas, on voit chez toi un vrai cheminement vers l'expertise, quoi. On sent que tu reçois les cadeaux et que tu les prends. Et que ça, c'est des cadeaux que tu te fais et que tu avances avec un objectif bien précis, quoi. Ok, super. Et du coup, là où tu en es maintenant, là, de ce cheminement, qu'est-ce qui te déprime éventuellement, enfin te déprime, le mot est peut-être un peu fort, hein, mais dans les accompagnements en général de l'abus, ou même peut-être quand tu repenses à comment tu étais il y a 5 ans. La non-relation, Oui. c'est vraiment ce qui me vient, évidemment. Pour moi, mais c'est encore une fois une croyance basée sur mon expérience et aujourd'hui ma connaissance du système nerveux, notre physiologie. On ne peut pas, pour moi, guérir du trauma, c'est-à-dire être en résilience, si on ne répare pas et donc on ne rencontre pas dans l'espace thérapeutique la congruence, la sécurité, la relation, quoi. Donc évidemment, moi, ça me fait, j'ai envie de dire, je dépoussière beaucoup. Moi, j'ai une orientation qui est très analytique parce que ça me passionne le monde de l'inconscient. Mais par contre, je vais taper la poussière des coussins complètement, justement, plein de poussière, de choses qui ne bougent pas et qui sont encore dans un accompagnement d'il y a 100 ans. Pour moi, on ne va, même si, encore une fois, quand il s'agit du trauma, j'entends bien, c'est-à-dire de choses qui sont complexes et difficiles à appréhender, il faut évidemment y mettre toute notre histoire qui fait partie de l'analyse, de la connaissance de la psychologie humaine, tout ça c'est hyper intéressant et pertinent, mais dans le même temps il faut qu'on travaille en tant que thérapeute, notre posture, notre congruence et qu'on y amène un espace qui permette l'accouchement en fait. Sécure en fait. Et sécure. Et ça a été un drame et à de multiples reprises pour moi et des gens que j'accueille en cabinet de ne pas rencontrer ça, de se confronter à chaque fois à un espace qui est froid, déshumanisé et qui distant, renvoie, en fait, distant. Et ça, technique un peu, enfin, ouais, j'entends ça technique, aussi, hein, parce que bien sûr que on peut penser que la relation c'est se parler, mais c'est pas juste ça en fait, la relation. Quand il y a de la parole, puisqu'il y a beaucoup d'accompagnements qui ne sont sans parole, sans regard, et qui sont une confrontation directe à soi-même, mais on retraumatise à cet endroit-là, ou en tout cas on n'a jamais accès à ces endroits blessés. Soit c'est protégé, soit c'est retraumatisé, quoi. Oui. Dans le meilleur des cas, on va dire que ça se protège. Okay. Et dans le pire des cas, moi je l'ai vécu, hein, j'ai rencontré des analystes, ça a duré 10 minutes, hein, mais je ressortais du cabinet traumatisé parce que je me reconfrontais à une figure parentale extrêmement qui me renvoyait directement à moi sans me donner d'éléments de connexion, quoi. Et ça, donc ça, pour l'avoir vécu à de nombreuses reprises, pour moi, je mets d'autant plus d'attention aujourd'hui à prendre soin de la relation. Je comprends. Donc, voilà. Et pour moi, la relation, pour que ça soit bien clair, hein, pour qu'on soit OK avec ce dont on parle, pour moi, qui travaille aussi un peu comme toi à travers la méthode DCMO, hein, mais dans d'autres registres, pour moi, la relation, c'est aussi l'engagement du thérapeute face à son client ou son patient, et aussi face à sa problématique. Cet engagement très authentique. C'est pas une posture protégée de l'autre, c'est au contraire une posture très engagée, quoi. Oui, alors la relation, pareil, là, on peut faire des heures d'interview là-dessus, hein. Mais c'est vrai que de toute façon, quand on parle de relation, la première chose que l'on ressent dans la relation, c'est notre système nerveux qui le perçoit, hein. Donc quand on parle de congruence du thérapeute, ça ne va pas passer par la tête et ça ne va pas passer par un joli sourire. C'est déjà comment le thérapeute, il a fait ce chemin en lui pour amener de la sécurité dans ses terres. Et en fait, cette sécurité, il va la transmettre à l'autre d'une certaine manière. Alors évidemment, en tant que thérapeute, on a toujours ce chemin à faire. Il l'inspire, en tout cas. C'est le SNA qui inspire le SNA. C'est la figure du parent aussi. C'est une énergie de parent qui va permettre au client de souffler, quoi.
Ok, super. Merci beaucoup Thomas pour ton témoignage. C'est un plaisir, Nathalie. Merci.